Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans ce numéro de Canal Enquête. Ils ont entre 18 et 35 ans pour la plupart de jeunes étudiants en formation ou en fin de formation. Entre partis ou restés, ils ont fait le choix, celui de partir pour des raisons qui varient entre chômage, manque de formation adéquate et manque d'opportunités. Parti s'assurer un avenir qu'on n'a pas trouvé dans son pays d'origine les pousse à entamer de longues procédures de migration à la fois coûteuses et incertaines. Ce soir, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes pour mieux appréhender les raisons d'une migration régulière. Ce soir, dans Canal Enquête, migration régulière, qui sont les candidats au départ, c'est à suivre maintenant. Une vision idéalisée de la vie dans les pays occidentaux est au cœur du projet d'émigration des jeunes béninois. Le Canada. Vous choisissez le Canada. Oui. Pourquoi le Canada? Les jeunes interrogés pensent généralement que ceux qui ont réussi à migrer jouissent d'une meilleure qualité de vie. Ils sont par centaines à se rapprocher des centres d'orientation comme celui-ci pour enclencher le processus de départ, comprendre les raisons qui poussent les jeunes à une émigration à tout prix. C'est ce que nous verrons dans ce numéro de Canal Enquête. Auprès des jeunes candidats au départ, nous vous présentons les profils de ces jeunes qui s'embarquent dans cette aventure incertaine. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à faire le choix du départ. Âgés entre 18 et 35 ans, partir est devenu à leurs yeux la seule alternative pour une vie meilleure. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, ils prennent d'assaut les centres d'orientation comme celui-ci pour mieux comprendre ce qui les attend dans cette aventure migratoire, bien que régulière. Le problème que la personne peut avoir. Là encore, on pourrait résoudre ce problème-là. Si les gens qui ont aidé à délivrer les documents sont sérieux, on doit préparer l'enfant à ça. En France, on ne veut pas que cette école reçoive encore d'étudiants étrangers. Il n'a qu'à faire ses preuves. D'abord, vous, tout ce que j'ai dit là, comment vous faites pour connaître ça? Chaque jour, le centre reçoit une bonne centaine de jeunes qui viennent s'informer sur toutes les procédures d'émigration par voie légale. Autour de moi, il y a plusieurs personnes qui veulent voyager, d'autres qui ont tenté, mais qui n'y arrivent forcément pas. Mais on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, quand j'ai entendu parler d'une séance d'information sur les procédures Campus France, ça m'a intéressée afin que je puisse m'en servir moi-même et partager ça autour de moi. Cela en dit long sur le nombre sans cesse croissant de jeunes pour qui le départ est devenu un impératif. S'informer, c'est une démarche assez importante car généralement les informations sur les pays de destination dont disposent les jeunes sont souvent exagérées ou inexactes. Elles proviennent de sources informelles, amis, parents, réseaux sociaux. Avez-vous déjà fait la procédure une fois? Non, C'est la première fois. non, mais j'ai ma consoeur qui a fait et ça n'a pas marché pour elle. Un avenir meilleur, c'est ce qu'ils recherchent tous, mais bien loin de leur pays d'origine. Pour la plupart de jeunes étudiants encore en formation ou en fin de formation, il y a plus d'espoir ailleurs qu'ici. Alors, moi je pense que de manière globale, il y a une globalisation de l'économie. Alors, les jeunes sont de plus en plus tournés vers le monde entier. Ce n'est pas seulement au Bénin, partout le monde est devenu comme un petit village. Aujourd'hui, quand vous avez des compétences, avec votre compte LinkedIn, vous pourrez être sollicité aux États-Unis, un peu partout. Il y a cet aspect-là. La deuxième des choses, il y a la tendance de voyager qui devient de plus en plus quelque chose qui prend de l'ampleur. Et en dernière position, il y a des personnes aussi qui veulent voyager, qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, qui ne savent pas comment ça se passe là-bas. France, Canada, États-Unis,
sont les principales destinations choisies par ces jeunes candidats au départ. Le Canada ou les États-Unis. Parce que j'aimerais bien m'améliorer en langue anglaise et aussi faire une formation en France parce que là, il y a plusieurs opportunités qui cadrent avec ce que je fais. Le Canada. Vous choisissez le Canada. Oui. Pourquoi le Canada? J'aimerais bien aller en Amérique, aller découvrir de nouvelles cultures et d'essayer de me renseigner sur des trucs. Cet appétit sans cesse grandissant pour les jeunes à l'émigration légale a fait naître des mécanismes d'accompagnement allant des plus sérieux aux moins crédibles. C'est qu'il y a des officines, c'est qu'il y a des réseaux mafieux en fait, qui escroquent abondamment en fait, les jeunes vu leur envie de voyager. Il y a beaucoup de réseaux, on les connaît. Il y a beaucoup de réseaux mafieux qui délivrent des documents. Parce que si vous voulez la procédure Campus France, c'est ouvert. Hein. Vous avez la possibilité de passer par Campus France pour obtenir une admission ou vous pourriez obtenir votre admission en prenant contact avec une université directement. La mafia, la plus grande part en fait, de difficulté, c'est pas des personnes qui prennent pas d'autres réseaux pour obtenir une admission avant de se présenter à Campus France. Et ces réseaux jouent les intermédiaires. Ces réseaux jouent les intermédiaires. Vous savez, on est dans un environnement... Soi-disant faciliter le processus aux jeunes. Absolument. Vous savez, on est dans un environnement où quand on met quelqu'un en face de quelque chose qui est nouveau, il ne veut pas réfléchir, il ne veut rien faire de lui-même. Il y a l'information sur la procédure Campus France qui n'est pas relayée dans un langage en fait, que nos compatriotes peuvent comprendre facilement. Campus France essaie de faire de son mieux, mais nous maintenant, on doit prendre le relais pour communiquer à nos compatriotes en fait, avec le langage qu'ils comprennent. Parce que quand tu vas à Campus France et que tu te présentes, tu dis, bon ok, je vais aller faire mes études en France, on va te dire d'aller sur le site de Campus France. Alors, à partir de ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées déjà. Parce que le langage que communique un site internet, comprendre en fait l'information jusqu'à la fin, beaucoup de personnes ne le comprennent pas forcément, compte tenu de notre environnement. Donc, il y a des personnes qui proposent des services d'accompagnement et qu'il y en a de bons. Mais il y en a aussi qui escroquent nos compatriotes pour des millions parfois de francs CFA en délivrant de faux documents qu'à partir d'ici, vous ne pouvez pas vérifier. On vous délivre un document d'une école, une université, où on dit telle école, vous n'avez pas les moyens de le vérifier. Ou on vous délivre en fait une admission dans une école qui est créée sur carton. Ça veut dire quoi? Une école qui vient de naître et qui recherche à tous les coups des étudiants. Alors, vous aurez bloqué quand vous allez vous présenter pour avoir le visa parce que on va envoyer en France des personnes qui vont aller faire des études dans des filières porteuses, en fait, dans des filières où on recherche en fait des gens, dans des métiers qui sont des métiers d'avenir. Donc, il y a beaucoup de ce problème-là qui se pose. Ça se traduit en fait par l'échec que nous voyons. Ça se traduit. Vous avez des personnes qui ont de faux documents. Vous avez des personnes qui obtiennent des admissions dans des écoles créées sur carton. Vous avez des personnes qui obtiennent des admissions dans des écoles pratiquement en fermeture, au bord du chaos. Avec des écoles qui attendent qui sont en train de fermer, mais qui sont quand même leurs sites disponibles en ligne, qui communiquent des informations. Donc, vous, à partir d'ici, vous ne pourriez pas avoir la vérité, la totalité de l'information. Vous avez aussi des officines qui proposent des services, en fait, de rédaction de lettres de motivation aux jeunes. Et on comprend aisément, quand ils se présentent à Campus France, les gens de Campus France comprennent aisément que le document n'est pas préparé par lui-même. Vous prenez quelqu'un qui dit, on lui choisit, fait une formation en France que lui-même ne connaît pas. Comment voulez-vous que les gens lui donnent le visa pour partir en France? Ce n'est pas possible. Il ne connaît rien. Vous prenez une personne qui dépose un dossier à Campus France et c'est le nom et prénom d'une autre personne qui est sur la lettre de motivation. Ce n'est pas possible. D'où un écosystème, un ensemble en fait, de réseaux en fait, qui pollue le dispositif et qui fait perdre beaucoup plus d'argent aux gens. Je répète qu'il y en a qui font du bon travail, mais la majorité fait aussi de mauvais travail. Le plus en vogue, pour ceux et celles qui désirent continuer les études universitaires en France, est Campus France. Selon les chiffres communiqués par la responsable de Campus France à l'occasion des journées d'orientation, l'an dernier, les départs vers la France ont dépassé la barre des 10 000 dossiers. Projet d'études vers la France leur rappelait que c'était une opportunité parmi d'autres dans leur choix d'orientation
et leur rappeler que la France souhaite accueillir demain 500 000 étudiants internationaux, donc il y a une réelle opportunité. Je voulais également aussi leur rappeler l'exigence d'un tel projet, tant sur le plan académique que sur le plan financier. Cette année, on a traité 10 000 dossiers. 10 000 jeunes sont venus vers Campus France en souhaitant poursuivre leurs études vers la France. À peu près 2 000 ont reçu une acceptation. La procédure Campus France, elle est payante. Elle coûte 70 000 francs CFA. Néanmoins, moi je ne suis pas dans une entreprise commerciale. Je souhaite que les étudiants, avant de venir payer pour déposer un dossier, ils aient profité de tous les services gratuits de Campus France. Je veux vous donner envie de penser à la France tout en étant réaliste sur les exigences de ce projet. En clair, 10 000 jeunes béninois ont frappé à la porte de Campus France pour obtenir un ticket de départ, un chiffre qui interpelle. C'est clair que les chiffres montent. Les chiffres montent, je vous dis, pas forcément parce que ce qui se passe au Bénin est aussi mauvais, mais pour plusieurs raisons que je viens de vous évoquer. Après, le monde aussi n'est jamais arrivé à un niveau de globalisation que ça l'est aujourd'hui, en fait. On est à un niveau où ce qui se passe à New York peut être vu ici, à cet instant précis, ce qui se passe à Singapour. Donc, les gens ont envie de sortir, les gens ont envie d'aller voir, mais pas jusqu'à laisser partir tous nos jeunes, je vais dire toutes nos intelligences. Même légale, la migration reste tout de même une aventure coûteuse et incertaine. Le rôle de Waliou N dans son établissement est de sensibiliser et d'informer les candidats au départ sur les pièges à éviter dans cette quête. L'élaboration de projets d'études. On sait au tableau, vous pouvez faire la photo. Élaboration de projets d'études. Vous avez compris ce que ça veut dire? Le projet d'études, c'est pourquoi vous choisissez cette formation, quelles sont les perspectives de cette formation et quelles sont les retombées de cette formation pour vous et pour votre pays. Je vous promets que les 50% n'ont pas de projet d'études. On a calculé le flux financier que cela génère par an et c'est bien considérable et étonnant à la fois pour des jeunes qui, pour la plupart, se plaignent du minimum pour survivre. Quand vous prenez 8000 personnes qui n'ont pas pu recevoir une acceptation et qui ont essayé en fait de faire la procédure, fois 70 000 francs, ça fait 560 millions de francs CFA. Répétez s'il vous plaît. Quand vous prenez 70 000 francs par personne, fois les 8000 personnes qui n'ont pas pu recevoir une acceptation, ça fait 560 millions de francs CFA. La procédure Campus France, c'est un service qui est offert. Et tout service, en fait, pour que ça soit pérenne, doit être rémunéré, doit être payé. Alors, le problème est plus loin. Si ce n'est que les 70 000 francs que les gens perdent, nous, par exemple, on ne serait pas engagés dans cette activité, mais les gens perdent beaucoup plus d'argent. Nos compatriotes perdent beaucoup plus d'argent. Laissez-moi vous dire, sur les 2000 personnes qui ont pu obtenir d'acceptation, il y a juste la totalité ne pourra pas obtenir un visa pour pouvoir aller en France, pour plusieurs raisons. Encore sur les 2000? Sur les 2000. La totalité ne pourra jamais obtenir en fait un visa pour pouvoir aller en France pour des raisons, peut-être des papiers qui ne sont pas bons, pour des raisons un ensemble de choses. Qu'elles soient légales ou illégales, il est bien difficile de connaître la cause principale de la décision de départ de l'immigration. Certains partent pour des raisons économiques. Ils sont à la recherche de meilleures perspectives et tentent de travailler à l'étranger. Il faut dire que les formations ici ne sont pas forcément adéquates à ce que je veux. Et c'est toujours mieux d'aller apprendre ailleurs pour pouvoir renforcer ce qui est ici. Voilà pourquoi moi je veux voyager, je dirais. C'est pas toujours facile, mais il faut faire là-bas qu'ici quand même. Donc là-bas, déjà je suis dans le domaine de l'aviation. Là-bas c'est beaucoup plus sérieux et c'est pour cela que j'aimerais bien aller et avoir beaucoup plus d'expérience dans mon domaine, de savoir beaucoup plus ce que je fais et tout. Je trouve que c'est assez important puisque ça va me rapporter beaucoup de connaissances et je pense que je pourrais aussi émerger de mon côté. Daoudou Bachabi soutient sa petite sœur dans son projet de départ.
il part de ce que la société a fait de lui, un diplômé sans emploi, pour encourager sa sœur à mettre les voiles. Quitter le Bénin, c'est vivre aussi autre réalité. C'est vivre aussi autre réalité. Et puisque chez nous, tout le temps, le fait qu'on est présent chez nous tout le temps, c'est pas aussi bon. Il faut sortir pour découvrir d'autres réalités. Donc c'est ça qui m'amène en fait à pousser ma soeur à sortir. Vous l'accompagnez dans ce choix? Si, je l'accompagne. Parce que le problème d'emploi, comme vous êtes journaliste, vous connaissez un peu mieux que moi dans cette réalité, c'est difficile au Bénin. C'est difficile, le problème d'emploi, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème, vous connaissez mieux que moi. Vous pouvez donner les chiffres. Moi, j'ai fini, j'ai une maîtrise. Depuis 2015, jusqu'à présent, je n'ai pas de boulot. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc c'est un problème réel. Donc je me dis, elle-même, si elle finit, c'est qu'elle sera dans le même lot que moi. Donc il faut qu'elle vive, d'autres expériences, sortir du pays pour voir ce que ça va donner. Ce sentiment désespéré qu'on retrouve chez la plupart des jeunes sonne comme un échec des pouvoirs publics à s'occuper efficacement des jeunes avec des politiques de développement et d'épanouissement. Un sentiment qui se renforce davantage avec un environnement social dans lequel les talents sont combattus. Vous savez, on ne vous permet pas d'éclore. Vous passez plus votre temps à combattre les pièges, à les déjouer, qu'à créer, qu'à travailler. Il n'y a pas de solidarité entre nous. On ne vous pardonne même pas d'évoluer. Vous évoluez, on veut vous faire descendre. Mais ce n'est pas le cas à Abidjan. À Abidjan, on vous porte, on vous élève. Pour peu que vous développez un petit talent, l'État, les partenaires, quel sponsor y a-t-il même pour... De toute façon, ne comptez sur personne, parce que vous ne verrez personne. De toute façon, on ne vous aidera pas à monter, on vous chutera, on vous donnera des pots de banane. Et pour toutes ces raisons, vous devez rester vigilant. Vous devez continuer d'exercer votre talent dans le courage, dans l'abnégation, dans la résilience. Aujourd'hui, le changement de paradigme qui est observé au niveau de l'enseignement supérieur pourrait être une solution. Des offres de formation technique pour renforcer l'employabilité des jeunes et surtout susciter en eux l'entrepreneuriat. Et les UEP ont été instaurés par le gouvernement en 2017. Pour une raison très simple, il y a une inadéquation assez nette entre la demande du marché en matière de ressources humaines et ce qui est mis en marché par les institutions de formation. Et ça tient en partie au fait que les universités, jusqu'à présent, ne parvenaient pas à complètement orienter les flux d'étudiants vers des formations à des métiers. Cette réforme se situe dans le continuum de la réforme de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle qui englobe tous les niveaux d'enseignement et vise à couvrir les métiers des secteurs prioritaires de l'économie. Nous en avons donc ouvert à Djougou avec le premier institut universitaire d'enseignement professionnel. Donc le centre universitaire d'enseignement professionnel coordonne la mise en place des instituts universitaires d'enseignement professionnel. Le Bénin peut se satisfaire d'un taux de chômage relativement bas qui tourne autour des 3%, selon les chiffres officiels. Mais ce taux peut bien cacher des situations de détresse et d'emploi très peu décents. Cela donne lieu assez souvent à une réalité propre aux États d'ici, le sous-emploi. Et pour ces jeunes, il faut sortir de ce carcan. L'idéal, c'est d'aller vers l'inconnu. Cet inconnu, Rachidat Sarekoto l'a expérimenté avec des débuts difficiles. Ma première semaine d'école a été un peu difficile parce que j'étais pratiquement la seule noire de ma classe. Et j'atterrissais dans une classe quand même, enfin dans un master en journalisme, donc il faut forcément avoir des prérequis. Je vais pas dire que mon année universitaire s'est passée sans anicroche, sans aucune difficulté. Parce qu'au début, je me sentais toute seule, je me sentais vraiment seule, loin de ma famille, le temps de m'acclimater, de me familiariser à la culture française, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Donc pendant 2 années quand même, j'ai ressenti
le fait d'être étrangère, d'être étrangère dans un pays européen. Mais avec le temps, ça s'est fait. Il faut également se faire au climat parce que arrivé en septembre, c'est l'automne, si je me trompe pas, c'est l'automne et en fait ça annonce l'hiver. Donc l'hiver il fait froid, il pleut, on passe facilement à moins 1 degré, donc c'est compliqué. Mais faut prévoir des vêtements chauds et tout ça. On s'y est quand même fait. On a essayé de faire avec, parce que quand tu décides d'immigrer, d'aller dans un pays, il faut forcément arriver à t'acclimater. En France, depuis 4 ans, pour des raisons d'études, comme les 43,2% d'étudiants étrangers qui viennent d'Afrique, Rachidat Sarekoto dit ne pas regretter son choix. Des moments difficiles, j'ai traversé plusieurs moments difficiles, compliqués. Je pense comme toutes les personnes qui décident d'immigrer en Europe, je suis passée par des moments difficiles où je me suis posé la question de pourquoi est-ce que je suis venue en France, où j'ai voulu rentrer à plusieurs reprises. Mais avec du recul, je ne regrette pas parce que j'ai notamment pu faire un stage à TF1, même s'il était de courte durée. J'ai pu faire un CDD de 2 mois à France 3 Occitanie, à la télévision, où j'ai fait plusieurs sujets. J'ai fait des directs, j'ai fait des chroniques en plateau. Franchement, c'est pas donné à tout le monde, donc je suis très contente de mon parcours et je sais que ce n'est pas encore fini, notamment en France, et que j'ai encore un long chemin. Et je sais que je viens de loin et la devise c'est, malgré les difficultés, de ne pas abandonner. La vie des étudiants, une fois en France, est parfois bien différente de l'idée de départ. On découvre un environnement totalement différent, avec beaucoup d'exigences. Nous sommes allés à la rencontre de 2 étudiants béninois. C'est dans le centre de la France, dans la ville de Vichy, principale ville de la région historique du Bourbonnais, que nous avons rencontré Fidèle Kossou. Elle est étudiante en communication et a réussi à s'adapter à son environnement. Beaucoup de choses changent. Je me suis dit plusieurs fois que j'étais dans un nouveau monde. Tu sais, parfois, je disais, mais où suis-je? Je suis sur la même planète qu'il y a quelques mois. Il y a tellement de choses qui changent. Je vais déjà parler du mode de déplacement. Au Bénin, on a la facilité à se déplacer avec les ZEM, les étudiants. On sort de nos rues, on a un ZEM en bas de la rue. Ici, il n'y en a pas. Donc, il faut apprendre à se déplacer autrement. Ici, il y a les trains, les trams, les bus, les métros qui circulent selon des heures particulières. Et donc, il faut bien planifier sa journée, savoir quand on sort de chez soi, combien de temps de marche on a, à quelle heure le bus démarre, à quelle heure le tram démarre et tout. Et Et puis, il y a beaucoup d'autres choses, les mots et expressions que nous utilisons au Bénin. Il y a beaucoup de choses qu'on dit au Bénin qui n'ont absolument pas de sens ici. Partir faire de nouvelles expériences professionnelles est ce qui a motivé son départ. Bien loin de ses proches, Fidèle pense toujours à son pays. Non, je ne regrette pas d'être ici, même si je porte toujours le Bénin dans mon cœur, que j'ai envie de rentrer plus souvent au Bénin. Je ne regrette pas d'être ici parce que je suis là pour apprendre et j'apprends énormément. C'est incroyable le nombre de choses qu'on peut changer en 2 ans ou en 3 ans. C'est dans la ville universitaire de Clermont-Ferrand, précisément dans la Maison des sciences de l'homme, que Charifou Ouroumoussé nous attend. En 2e année de master, ici, il étudie la robotique. Mais avant d'être en France, il a passé 5 ans en Algérie. Alors, une fois en Algérie, l'année où nous étions, il y avait une ambassade qui nous a accueillis et nous a laissés au bras des anciens étudiants qui y étaient et qui nous ont aidés justement à trouver nos repères, à nous installer, donc à nous inscrire, à trouver des logements et tout ce qu'il fallait. Donc, il y avait quand même un suivi grâce à toute l'organisation et l'association qui y était. Alors, pour ma première expérience qui était d'abord en Algérie, j'aurais dit que n'était pas nécessaire en soi. C'est bien de quitter le Bénin, mais il faut une destination qui est appropriée, une destination qui pourrait vraiment cadrer avec les objectifs qu'on a et nous emmener à nous développer sur le plan intellectuel
Et l'Algérie, pour moi, a été un passage certes intéressant, qui m'a apporté beaucoup. La filière que je fais en témoigne parce que c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas au Bénin. Mais je crois qu'il y a beaucoup parmi ceux avec qui j'ai été et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui auraient pu se passer en fait de cette expérience et rester au Bénin. Je crois que le Bénin forme assez bien dans certains domaines et ce serait un peu... je pense que pour certaines spécialités, c'est mieux de rester en fait au Bénin pour ses études. Pour lui, partir doit répondre forcément à un besoin d'une formation inexistante dans son pays d'origine. Et au vu de mes résultats scolaires là-bas en Algérie, j'ai obtenu encore une bourse d'études pour venir à Clermont-Ferrand, à l'université Clermont-Auvergne, pour suivre un autre master à la suite duquel certainement je ferai une thèse. Donc je dirais pour quelqu'un qui a des projets de quitter le Bénin, il faut se poser la question, est-ce que je vais pour le mieux ou je vais juste parce que il y a ce rêve que j'ai toujours eu de partir à l'extérieur et c'est aussi qualifié quand on est à l'extérieur pour ses études, c'est vu comme une sorte de réussite. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de spécialités ou de domaines pour lesquels je pense que le Bénin forme assez bien, notamment dans les sciences littéraires, le Bénin a un bon niveau. Dans les sciences de la vie aussi, tout ce qui est SMV, sciences physiques, chimie, je crois que le Bénin a un assez bon niveau. Mais à partir du moment où on a d'autres objectifs, on a envie de se spécialiser par exemple, ou de côtoyer un peu les filières qui sont prometteuses et porteuses, qui sont un peu plus innovatrices, on peut penser à quitter le Bénin. Donc c'est un projet à vraiment réfléchir et dans lequel il ne faut pas se lancer seulement dans le but de partir, pas partir pour partir. Une vision idéalisée de la vie dans les pays occidentaux est souvent au cœur du projet d'émigration des jeunes Béninois. Les jeunes interrogés pensent généralement que ceux qui ont réussi à migrer jouissent d'une meilleure qualité de vie. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent dans la deuxième partie de cette émission. Après notre enquête réalisée auprès des jeunes, migration régulière, candidat au départ. Mes invités sur ce plateau, je suis avec Monsieur Urbain Amengbedi. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Bonsoir et merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. Bonjour Monsieur Guédénon, c'est l'Agence nationale pour l'emploi. C'est beaucoup plus simple. Parfait. Allez, à côté de vous, j'ai M. Eddy Koto, psychopédagogue. Merci aussi de vraiment d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Et puis en face de vous, j'ai M. Amos Soni. Vous êtes expert comptable, vous vivez au Canada, mais aussi vous êtes écrivain, auteur des livres tels que Bénin investi dans l'avenir, construit une autre Afrique de l'avenir. Merci aussi d'être avec nous. Merci M. Guédénon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et puis à côté de vous également, j'ai M. Adabouto, connu également comme Koum Giro, le mien, c'est bien ça. Merci vraiment d'être avec nous ce soir. Vous êtes béninois, mais vous vivez au Canada. Vous avez fait un tour au pays. Oui. Merci d'être là ce soir. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, avec les jeunes que nous avons rencontrés, les raisons évoquées justement pour partir varient entre chômage, manque de formation adéquate et manque d'opportunités. Est-ce que cela ne sonne pas comme un échec des politiques d'emploi dans notre pays? Ils ont partiellement raison, c'est pas faux. Notre État se construit. Il n'y a pas de miracle en matière de développement. Nous sommes devenus indépendants en 1960. Cela fait 60 ans, on dirait. C'est beaucoup, mais c'est peu par rapport aux États que vous évoquez, que vous avez évoqués dedans, le Canada, les États-Unis et tout. Cela ne saurait être une excuse. Nous avons aujourd'hui tous les moyens de travailler à rattraper rapidement les autres. On a vu la Corée qui a rapidement, qui était au même niveau que nous et qui est aujourd'hui au niveau des pays développés.
Mais je rappelle cela, que nous sommes de jeunes États qui avons subi le traumatisme de l'esclavage, de la colonisation. On me dira que je répète les mêmes arguments. Qui font que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Cela étant, cela donc pèse également dans la balance comme raison qui font que nous n'avons pas l'environnement ou l'écosystème souhaité et qui puisse favoriser ces jeunes à pouvoir trouver le meilleur dans leur pays. Mais je voudrais affirmer d'ores et déjà que la migration est un phénomène humain. Ce n'est pas parce que la migration ne se fait pas dans un seul sens. Cela se fait des pays pauvres et les pays riches. Et autant de sous-questions au cœur de nos échanges. Notre pays d'achat. Ils nous montrer ils ne veulent pas ça. Ils veulent pas ça. Ils sont les politiques pour à la fois encourager et décourager. Ils ont leur raison, on va dire. Ils ont leur intérêt et de pouvoir mettre ça en exergue. Mais on a également des gens qui quittent les pays développés vers les pays non développés parce qu'ils ont trouvé des opportunités là-bas, aller demander à des Belges, des Américains, des Chinois de quitter la République démocratique du Congo, ils vous diront non. Vous pouvez les enchaîner, ils resteront là-bas parce qu'ils font leur vie là-bas. Et donc je voudrais dire que d'abord, la migration est un phénomène humain. L'homme, partout où il est, il veut se déplacer. Il recherche le meilleur pour lui-même. Et ce meilleur peut se trouver ailleurs que là où il est né. Cela n'exclut pas que ce que les jeunes disent est vrai. Parce qu'on veut le meilleur. Partout où l'homme est, il veut le meilleur. Même ceux qui sont en Europe, ils se plaignent. Parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Ils veulent le meilleur. Et c'est là, à la recherche de ce meilleur qu'on se demande, si on ne l'a pas chez soi, on peut aller ailleurs. Cela n'est pas nécessairement la faute d'un État ou d'un gouvernement ou des gouvernements, puisque le phénomène se passe partout ailleurs. On dit que, bon, il n'y a pas d'emploi chez soi, mais là où on va, il y a aussi du chômage. Je ne connais pas un seul pays où il y a le chômage zéro. Mais c'est des taux variés. Les taux variés, bien entendu. On trouve ce qu'on appelle le meilleur, c'est dans la tête de chacun. C'est chacun qui se construit son meilleur. Vous allez voir dans cette immigration ce qui est bien pour le Bénin. Le Bénin est quand même particulier. L'immigration béninoise est une immigration de qualité. On le dit et on le constate. Ce n'est pas comme d'autres pays où l'immigration est de basse classe, où les gens sans formation, sans rien du tout, s'engagent sur des bateaux de fortune et rentrent dans les pays. Ce n'est pas le cas du Bénin. Nous avons au moins cette chance que, quand vous voyez les Béninois qui voyagent, ce sont des diplômés. Ce sont des gens qui veulent aller faire valoir leurs compétences ailleurs, dans un environnement où ils pensent être beaucoup plus utiles. Et il ne faut pas voir ça en termes de pays, il faut voir ça en termes de marché. Parce que notre marché économique n'arrive pas à les consommer. Et qu'un autre marché plus rentable, plus ouvert, avec plus d'opportunités, arrive à consommer ces compétences-là beaucoup plus. Alors, ils décident d'y aller. Et cela... Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'à l'interne, on n'arrive pas à les contenir par des opportunités, par des formations? On n'a pas... vous savez, l'immigration n'est pas en soi une mauvaise chose. Vous allez voir que ces jeunes qui partent maintenant reviendront 10 ans, 20 ans plus tard, ou moins que ça, soit pour se mettre au service également de leur patrie, à travers les compétences acquises, ou par le développement d'activités nouvelles qu'ils ont rencontrées là-bas et qui permettent à un pays de se développer. Donc on ne peut pas totalement fermer la porte. Même si le Bénin était un pays totalement développé, la migration se ferait. Parce qu'il y a des gens qui ne se sentiraient pas toujours à l'aise ici, et qui décideraient d'aller ailleurs. Il ne faut pas fermer la porte à ça. Cela étant, il faudrait créer les opportunités pour que les jeunes puissent se sentir à l'aise chez eux, y rester, mais ceux qui ne veulent pas rester, on ne peut pas les empêcher de partir. On reviendra certainement sur ces opportunités, puisque vous êtes à la tête de l'Agence de l'emploi. Alors, M. Idi Koto, quelle appréciation vous faites de ce départ de plus en plus massif des jeunes? Ils sont 10 000 l'année passée, par exemple, à frapper la porte de Campus France. Merci, c'est les chiffres en fait qui sont alarmants et qui inquiètent.
C'est vrai que, comme le DG l'a dit, la mobilité humaine est aujourd'hui un droit fondamental reconnu à tous les êtres sur Terre. Cependant, il faut s'interroger sur l'effectif de ces jeunes-là qui ont envie de partir. Envie de partir, les raisons peuvent varier. D'abord, c'est pour une raison de formation. Et vous l'avez si bien dit à l'entame, en prélude dans vos propos liminaires. Les jeunes s'en vont parce qu'ils ont besoin de se faire former, justement parce qu'ils trouvent que chez nous, la formation n'est pas forcément de qualité ou que les formations qui existent ne répondent pas forcément à leurs ambitions futures, à leur carrière professionnelle future. Et comme eux, est-ce que vous faites le même constat? Justement, le constat, il est quand même, il frappe à l'œil. Il faut reconnaître aujourd'hui que beaucoup de jeunes béninois se plaignent. Et ça, c'est la réalité. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent à se frayer des chemins, à trouver des opportunités, mais toujours est-il que quand on prend la grande masse, beaucoup se plaignent. À suffisance, cela se justifie par les taux, je dirais le taux de chômage, c'est vrai, il est de 2,3%, il n'est pas alarmant, mais quand on prend celui du sous-emploi, il est de 72%, selon le rapport de la Commission économique pour l'Afrique. Et donc, ça suppose qu'il y a beaucoup de jeunes qui, malgré tout ce qui se fait par les différents gouvernements qui se sont succédés, il y a beaucoup de jeunes qui continuent toujours de se plaindre. Et donc, cela se justifie que les jeunes veuillent partir pour aller acquérir non seulement la compétence, mais aussi et surtout chercher des opportunités. Parce qu'on se dit, in fine, pourquoi évoluer? Pourquoi faire tout ce cycle-là, c'est-à-dire 13 années scolaires, ensuite 4, 5 ou 7 ans à l'université et revenir croiser les bras pour espérer un lendemain meilleur. J'en connais, j'ai rencontré récemment une jeune dame, je dirais une jeune fille, qui a un master en communication d'entreprise. Mais je l'ai retrouvée dans une cabine en train de vendre des unités de recharge. Je n'ai pas compris. Et puis je lui ai demandé, mais est-ce que vous n'avez pas essayé de déposer des dossiers et tout? Elle a dit, j'ai fait des stages déjà pendant 3 ans. Stages non payants. Et donc fatiguée, elle s'est dit, il vaut mieux que j'aille faire une activité qui pourra me permettre de me prendre en charge et aussi de venir en aide à mes parents. Et de ces jeunes, il y en a terriblement avec un effectif foudroyant dans le pays. Ce n'est pas dire que rien ne se fait. Des choses se font. Mais puisque l'adéquation entre la formation et l'emploi n'est pas encore, un casse-tête résolu, le problème reste. Oui, c'est un véritable défi. Et en fait, là où le bas blesse, excusez de le dire ainsi, c'est que depuis plus de 15 ou 20 ans, nous chantons tous inadéquation, formation, emploi. Et quand on se surprend de constater que c'est depuis 1960 que le Bénin est devenu indépendant. 1960, ça fait aujourd'hui 63 ans. Et puis, 63 ans après l'indépendance, nous continuons de drainer les problèmes du temps de Mathusalem, c'est-à-dire des problèmes qui ont commencé depuis ces années-là. C'est à croire que les Béninois d'hier, c'est vrai, ils ont fait des efforts, mais c'est à croire que les gros défis n'ont pas véritablement été abordés au point de donner à la postérité un avenir radieux ou une aisance, un épanouissement certain. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, et demain encore, les gens continueront d'aller à l'extérieur. Quand je prends le volet, par exemple, de l'orientation scolaire et professionnelle, c'est un volet qui n'existe pas chez nous. Et ça peut justifier le départ massif des jeunes vers d'autres cieux. Il y a un candidat qui a eu le bac, je l'avais gardé en terminale, et puis après le bac, il a commencé une université privée ici, dont je tais le nom. Et je l'ai retrouvé, je crois, 8 mois après. Il me dit, mais monsieur, il dit, j'ai un problème. J'ai dit, lequel? Il dit, là où je vais suivre les cours, nous avons 17 matières. Et puis j'ai demandé au professeur, j'ai décidé un jour, parce que je remarquais que ce que je voulais faire plus tard n'allait pas dans le même sens que les matières dans lesquelles on nous donnait les cours. Et donc, il a pris sur lui le temps de demander à chaque enseignant qui passait, bon, voilà ce que je veux faire dans 3 ans quand je vais obtenir ma licence. Est-ce que cela répond? Et sur 17 matières, 14 lui ont répondu que ça n'a rien à voir. Et pourtant, on l'a autorisé, on a reçu son dossier, il s'est inscrit, les parents ont payé les frais, mais la formation qu'il était en train de recevoir ne répondait en rien à ce qu'il voulait faire plus tard. Et ça, c'est chez nous. Plus tard, ce n'est pas sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas pour discréditer les universités, mais c'est dire que aujourd'hui, le défi, il est grand. Quel type de citoyen voulons-nous pour notre pays dans 5 ans, dans les 10 prochaines années? Et c'est au regard donc de ce type de citoyen qu'il faut orienter les formations. Alors, directeur, votre avis sur cette question d'inadéquation. Au niveau de l'agence, vous recevez des offres. Pour quel profil?
Oui, il y a ce décalage, mais ce dont il faut se réjouir, c'est que ce gouvernement, il faut avoir le courage de le dire, regarder la caméra et le dire, a décidé, enfin, on va dire, puisqu'il a parlé de tout le gouvernement, a décidé enfin de résoudre le problème par la réforme globale du système. La création des lycées. Non, pas la création des lycées. Ce qui a été décidé, c'est que actuellement, nous avons un ratio de 70% des formés qui sont dans le général pour 30% de techniques et de professionnels. Ce qui est en inadéquation avec le marché qui est plutôt le contraire. Le marché veut plutôt 70% de techniques et professionnels. Donc le gouvernement a décidé alors de renverser la tendance pour que nous ayons désormais 70% de personnes formées en technique et en professionnel pour 30% de... Mais comme c'est un système éducatif, c'est pas quand on a décidé que ça va se faire. Ça va se faire sur... Voilà, ça va se faire sur 10 ans, 15 ans. Parce que ça commence et ça évolue chaque année jusqu'à ce qu'on y arrive. À l'horizon 2030. Voilà, à l'horizon 2030, nous aurons résolu ça parce qu'on ne renverse pas du jour au lendemain un système éducatif. Mais au moins, la politique a été engagée et vous savez, vous avez parlé de lycée. Bon, c'est tout ça qui est en train de se faire pour résoudre ce problème que nous traînons depuis longtemps. Oui, si vous permettez rapidement, par rapport à cet aspect, il y a M. Soni qui se patiente. J'encourage cette réforme du gouvernement, mais j'ai un hic, j'ai un bémol. Le bémol, c'est que le lycée technique Koulibaly, par exemple, de Cotonou, existait depuis bien d'années, des dizaines d'années. Et il y a d'autres lycées qui sont nés par la suite. Mais je me surprends parfois de voir que lorsque nous voulons réaliser certains travaux chez nous, nous allons solliciter des compétences extérieures alors qu'il y en a sur le terrain. Je ne voudrais pas qu'on a déjà formé, oui, qui sont là et qui ont besoin d'être employés. Je parle de beaucoup de jeunes, par exemple, qui pour certains gros travaux sont, deviennent des tâcherons, alors qu'ils ont la compétence ou l'expertise pour diriger ces travaux-là. Parfois, nous pensons que le meilleur, c'est toujours ailleurs, et pas chez nous. Moi, je pense qu'il y a des Béninois aujourd'hui. Il dit, vous n'avez pas l'information. Non, lorsque j'en parle, le directeur je n'ai pas encore donné un cas typique. Le directeur aura le temps de donner la bonne information tout à l'heure. Non, j'en parle parce que j'en ai connu. Ces jeunes-là qui ont la compétence, mais que j'ai vu, j'ai été surpris de les voir comme des tâcherons, alors qu'ils avaient la compétence et l'expertise avec un bac plus 5 pour diriger, tout un projet. C'est de ça que je parle. Je trouve que... Je vous donnerai l'information. Tout à l'heure. Alors, on a plein d'informations. Alors, Monsieur Amos Sani, vous êtes expert comptable, vous vivez au Canada, vous êtes aussi écrivain, auteur des livres tels que Bénin investit dans l'avenir, construit une autre Afrique de l'avenir. Alors, comment on peut construire une autre Afrique de l'avenir si nous observons le départ de nos jeunes vers d'autres destinations? Merci pour... ouais, c'est une bonne question. Et le directeur a dit, moi je suppose que les jeunes vont acquérir des compétences pour revenir, pour construire cette Afrique de l'avenir. Et le sujet est tellement complexe que nous devons nous mettre dans la place de ceux qui partent, dans la place de nous qui restons. Combien partent avec satisfaction? Le problème, ce n'est pas de partir, mais comment et pourquoi on part, mais dans quel état d'esprit je pars? Monsieur le DG a parlé, il y a des Français, effectivement, il y a des Canadiens, un peu partout. Il faut les rencontrer. Le discours sur le pays de départ n'est pas le même. Il faut qu'on le reconnaisse. Et c'est là le sentiment d'appartenance identitaire. Ici, le discours, selon vous, c'est un désespoir. Un désespoir où ce pays-là, tu entends certains jeunes, tu ne peux pas les blâmer parce que... C'est plus négatif. Négatif. Et c'est là tout, c'est mon problème. Moi, je ne dis à personne ne part pas ou bien reste. Mais si tu pars, c'est un pays qui t'a vu naître. Quel sentiment qu'est-ce que tu apportes de ce pays-là? Parce que tu deviens ambassadeur de ton pays lorsque tu pars. C'est ça qui n'est pas que nous oublions. Et la faute revient, pas la faute, le défi revient au système éducatif, où on ne nous forme pas à l'appartenance identitaire. À l'appartenance. Combien d'entre vous sont prêts à aller donner de l'argent aux facultés qui les ont formés? Au moment où vous formez, on vous charcutait. Donc voilà, comment est-ce que nous formons nos jeunes qui vont partir? Arriver là-bas,
d'où ils partent, il faut qu'ils puissent vendre le pays. Je ne sais pas comme l'a dit. Donc voilà, moi, s'ils partent dans les conditions telles que vous le citez, avec un désespoir, un sentiment de mépris, on ne peut pas compter sur eux pour vendre le pays. Oui, non, c'est un ça. Et le sentiment que le pays les a abandonnés. Et c'est ce sentiment, c'est comment est-ce que nous, qui sommes responsables aujourd'hui, allons faire pour atténuer ce sentiment. Moi, je ne suis pas né à Cotonou. Je suis pas né à Cotonou. Moi, je vais prendre un exemple parce que j'aime ça. Moi, j'ai fait l'école primaire. Arrivé quand j'ai eu le CPE, impossible de rester au village. Je viens de Louba. Donc, je suis allé à Banté parce qu'il avait le second, il avait le premier cycle. Donc, à l'époque, quand j'ai fini le premier cycle à Banté, impossible de rester. Il fallait partir à Savolov. Donc, on n'a pas voulu me retenir. Mais aujourd'hui, les gens naissent à Louba, ils font jusqu'en terminale et ils viennent à l'université voir Parakou. Donc, c'est cette opportunité que nous demandons. C'est cette opportunité. C'est un cas de figure. Donc, je ne sais pas s'il y avait. Bon, moi, j'ai ma famille maternelle qui est à Cotonou, à Bomijoupoua. Mais il y en a, s'il y avait le secondaire à Louba en 81, certains ne seraient pas partis. Donc, ceux qui partent, s'il y avait d'opportunités qui cadraient à l'heure, il n'allait pas partir. Moi, je ne suis pas parti parce que j'étais au chômage. Je le dis parce que je suis passé en Occident. Moi, je ne suis pas parti du Bénin parce que je souffrais. Je l'ai dit, j'ai fini l'université en 97. J'ai eu ce qu'on appelait bourse FM là, 797. J'ai mon premier salaire en 797 à Notre-Dame des Apôtres. J'ai vu des gens à Notre-Dame des Apôtres qui étaient enseignantes avant moi. Je les ai laissés, je suis parti. Elles sont restées là. Elles ont eu leur retraite. Elles ont envoyé les enfants en Occident. Elles ont acheté maison, j'ai acheté voiture. Alors pourquoi est-ce que moi je vais dire que non, je souffre en partant? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut faire cette différence. Mais c'était en quelle année? 97 n'avait pas d'emploi. Non. La réalité a beaucoup évolué. Non, je vous rejoins pour dire c'était pas désespoir. Et c'est ça qu'il faut essayer de régler. Il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Comment est-ce qu'on forme aujourd'hui? Et vous revenez au système éducatif. Alors, ce sentiment, il y a 8 mois en arrière. Alors, tout à l'heure, je disais Dagoutom, mais je comprends par là que la vraie prononciation, l'identité, c'est Koum Giro le mien. Oui. C'est bien ça. Alors, il y a 8 mois en arrière, tu as connu ce sentiment. Tu as laissé sur ta page Facebook un long message où tu informais tes amis que tu partais, je te cite, plusieurs années que je traîne ma bosse dans ce pays sans aucune issue qui me ressemble. Alors, 8 mois après, est-ce que le sentiment a changé? Oui. 8 mois après, je pense que mon pays d'accueil est en train de nourrir les espoirs que j'ai fondés en lui et en quittant le pays. 8 mois après, je pense que aujourd'hui, je peux me projeter vers l'avenir. 8 mois après, je me sens restauré en tant qu'individu dans mon pays d'accueil. 8 mois après, je n'ai pas le sentiment, quand je me retrouve dans mon pays d'accueil, que j'ai besoin de connaître quelqu'un avant d'accéder à tel service ou bien à telle opportunité. Alors, qu'est-ce que tu cherchais ici, que tu n'as pas trouvé et que tu as retrouvé au Canada, puisque c'est justement de ce pays qu'on parle. C'est là où tu te trouves actuellement. Oui, je recherchais la reconnaissance du mérite. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un travail qui est dans un domaine donné et que ses compères reconnaissent, je sais pas, à qui on donne une certaine reconnaissance, qui arrive à se frayer son chemin dans ce qu'il fait sans pour autant aller faire la coubette à quelqu'un, sans pour autant aller demander pardon à est-ce que je peux avoir tel poste ou bien est-ce que c'est tout ce que moi je voulais, parce que moi je ne sais pas faire la courbette, je ne sais pas passer de bureau en bureau, je ne sais pas aller voir les gens pour leur dire j'ai telle chose, est-ce que je peux faire? Et j'ai retrouvé cet environnement là où je suis, parce que je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un jusqu'à ce que je passe mon permis de conduire. Je ne sors pas de chez moi, tout se fait depuis internet et tu vas postuler comme tout le monde. Si tu échoues, tu rentres chez toi, tu sais que tu as échoué, tu sais que personne n'a influé sur ton résultat et voilà. Alors, comme vous, il y a d'autres jeunes qui sont également dans la même démarche. Comment vous appréciez maintenant ça de façon globale? Est-ce que les jeunes ont toujours raison, vous le pensez, d'aller faire d'autres expériences ailleurs? Bon, comme l'a dit le DG de l'ANPE,
je pense que les phénomènes migratoires sont aussi vieux que le monde. Tu vois, les individus bougent fonction de ce qu'ils n'ont pas trouvé, ce qu'ils recherchent dans leur environnement immédiat. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui veulent partir ont des raisons précises de vouloir partir. Et ces raisons se retrouvent dans ce déficit-là que notre pays a au niveau de certains services clés, certains services basiques. Il y a ce sentiment d'appartenir à une société qui n'est pas solidaire, d'appartenir à une société qui, quand on dit société, c'est genre, on cotise ensemble, on est ensemble, on fait les choses ensemble, et on se soutient quand l'autre est en difficulté. On n'a pas ce sentiment-là quand on est dans ce pays. Et on a aussi le sentiment d'être délaissé. Et la plupart des jeunes aujourd'hui, et ça ouvre le pan sur le phénomène de la cybercriminalité que je ne cautionne pas, je précise, mais les jeunes sont obligés d'aller vers là parce que le gars, il finit ses études, il dépose il a des demandes d'emploi partout, il ne trouve pas. Il se dit, voilà, il y a un mouvement de jeunes qui se fait, les gens peuvent faire des trucs sur Internet, il se met dedans. Parce qu'il n'a pas envie de continuer à tendre la main à ses parents à la trentaine, à la quarantaine. Et il y a malheureusement encore des jeunes aujourd'hui au Bénin qui, à 40 ans, vivent encore sous le dos des parents qui n'ont aucune issue de secours. Et ça rejoint ce que disait le tonton là, c'est l'inadéquation de la formation parce que on te forme, on te dit va à l'école. On te frappe même. Tout le temps, on te dit, va à l'école, il faut étudier, il faut avoir les bonnes notes. Tu fais tout, tu as les bonnes notes, tu étudies, tu finis l'école, tu as le bac, tu as la licence. Les parents ont mis beaucoup d'argent sur toi. Mais finalement, on te dit que la formation que tu as faite là, en réalité, on n'en a pas besoin sur le marché de l'emploi. Et pour vous qui je pense veiller à que ça, c'est une grosse arnaque organisée et à laquelle l'État même participe. Parce que si l'État ne dit rien pendant toutes ces années, c'est que, voilà, c'est comme le petit débat qu'on a fait tout à l'heure. C'est que, genre, vous organisez un truc, vous savez qu'il n'y a pas de perspective dans ce qu'on organise là. Mais vous mettez les gens dedans, vous taisez, l'État se tait. Il y a des universités qui forment des gens pour être géographes, il y a des gens qui font pour être sociologues. Combien de besoins en ces termes-là on a dans le pays? Je donne l'exemple du Canada. Au Canada, quand tu finis le secondaire tu as la possibilité d'aller faire ce qu'on appelle les cégep. Le cégep, c'est un centre de formation qui te forme à des métiers prêts à être recrutés à l'emploi. C'est-à-dire, tu fais une formation de 2 ans, tu décides, on te dit que dans le marché de l'emploi, on a besoin d'informaticiens. Cégep te forme à l'informatique générale. On te donne les aptitudes pour pouvoir être un informaticien dans une entreprise lambda. Tu as toutes les aptitudes. Quand tu sors de là, tu vas sur le marché de l'emploi, tu es prêt pour travailler en même temps. Si tu es quelqu'un, tu as envie de faire l'université, tu as envie de faire des grandes études, tu t'orientes vers l'université. Et même à l'université, on t'apprend que l'essentiel. Moi, j'ai fait une formation en 6-7 mois diplômante pour qu'on appelle, comment ils appellent ça? Et lancement d'entreprise. Ah, oui. J'ai vu que en réalité, moi, ma prof, en fait, c'est carrément à l'ouest de ce qu'on fait ici. On t'apprend, on va à l'essentiel. C'est-à-dire, on t'apprend l'essentiel. On t'apprend de quoi tu as besoin pour faire le programme pour lequel tu t'es inscrit. Et quand tu sors de là, tu as les aptitudes. Toi-même, tu te retrouves à faire quelque chose que tu te dis, mais en 6 mois, si j'ai pu, voilà, tu te dis, en 6 mois, si j'ai pu avoir ça, et tu l'as, et le prof est là pour toi, le prof te suit, même après le cours, tu peux appeler ton prof, même à 22h, même à 23h, il te répond. Tu peux le faire ici aussi. C'est pas possible, tu n'as même pas le contact. Ici, tu n'as même pas le contact. Je donne une anecdote. Moi, je dis quand j'enseigne à la cité collégiale, c'est donc quand je commence, je dis aux étudiants, je suis venu vous enseigner ce que je pratique. Je suis venu vous enseigner, je peux partager avec vous ce que je pratique.
C'est d'abord le point de départ. Donc, les débats à gauche, à droite, non, on vient à l'essentiel. Et quand, comme il le dit, quelqu'un qui a fait le cégep, tu le prends dans son domaine au Canada, tu sauras qu'il a fait le cégep. Et c'est-à-dire le cégep, je n'ai pas fait le Québec, mais c'est la 12e année et la première université. Et c'est fini. D'accord. Allez, alors, directeur, est-ce que, parlez-nous un peu, au niveau de l'agence, par exemple, les offres disponibles pour des jeunes qui, certainement, nous regardent en ce moment. Non, cela peut les aider certainement à avorter ici. Oui, j'avais souhaité ils veulent rester au pays. Une petite information rapidement. Il ne faut pas prendre ça au premier mot. Je vous donne pas dans le domaine de l'électricité. Si vous avez fait l'électricité à Koulibaly, les technologies d'aujourd'hui qu'on dit on ne peut pas vous utiliser comme chef chantier. Vous n'avez pas les compétences pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour attendez. Le lycée Koulibaly, rapidement, c'est intéressant déjà par rapport à ça. Donc, il faut adapter le lycée Koulibaly aux réalités du moment. C'est ce qui est, c'est ça, je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est ce qui est c'est le constat qui a été fait. OK? Donc, on ne peut pas lutter. Je vous donne un exemple pour que vous créez une grandeur. Vous voyez Akosombo, là? Le centre d'Akosombo qui est là. Comment c'est grand, là? Oui. Aujourd'hui, là, tout ce qui est là, dans un conteneur. La nouvelle technologie, un petit conteneur fait la même chose que ce qui est là. Mais si tu as appris à l'étudiant à Kosombo au lycée, est-ce qu'il peut le faire? En fait, ça... Donc, s'il vous plaît, on va laisser le directeur finir. En arriver à lui dire, les gens se plaignent pour dire, j'ai fait le même diplôme, mais il n'a pas la technologie actualisée. Et le pays a une ambition aujourd'hui, c'est de se mettre à un niveau plus moderne. Et donc, le pays récolte, l'État a une continuité, les défaillances du passé et décide de les corriger. Et de décider qu'une fois qu'on va atteindre cette technologie, vous savez, je vais vous dire une anecdote. C'est pour vous. Le président Talon est allé à Koulibaly. Il dit, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas apprendre la mécanique sur ça. Mais c'est pas possible. Il dit, mais c'est sur ça que vous apprenez aux enfants. Il dit, mais c'est pas possible. Les voitures d'aujourd'hui ne sont plus ça. C'est ça. Ça l'a choqué. Il a dit, il faut changer ça. Les programmes de lycée, de tout ce qui... Mais ça ne se fera pas par un coup de baguette magique. Il faut construire les lycées. Il faut les équiper. Il faut former les enseignants parce que les enseignants actuels ne peuvent pas faire ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire. 600 jeunes sont en Europe en train d'être formés pendant qu'on est en train de construire les lycées, pendant qu'on est en train de les équiper. Donc au moment où ils vont revenir, les lycées seront construits, les enseignants aussi seront là. Donc, excusez, tout ce que vous dites, c'est vrai, mais au moins on a pris conscience qu'il faut changer ça. Et le résultat, vous ne l'aurez que dans quelques années. Je n'ai jamais dit que ce que vous dites n'est pas vrai. Mais c'est juste pour une nuance. Bon. Vérifie bien pour savoir qu'il a certainement le master en électricité, mais connaît-il la technologie qu'on est en train d'installer? Pour rester dans le Donc, cadre voyez, du pour débat, revenir... pour rester dans le cadre du débat, merci beaucoup, directeur. Ça veut dire qu'on comprend aisément alors ces jeunes-là qui aujourd'hui décident de partir. Parce qu'ils sont confrontés à un vrai problème. Ils ont la compétence, ils ont été formés pour une certaine compétence, qui se trouvent être dépassés. Je pense que pour régler ce problème, pour aller s'actualiser. Si vous permettez, il y a l'article 8 de la Constitution, loi 90-032 du 11 décembre et modifié en 2019 qui dispose en son alinéa 2 que l'État donne à tous les citoyens l'égal accès à l'éducation, à la culture, à la formation et à l'emploi. Quand on parle d'égal accès, ça suppose, je suis d'accord avec le DG, que ces jeunes-là qui ont été formés entre-temps avec une autre technologie se voient dépassés par le temps. Mais c'est aussi le moment, pourquoi pas, de les appeler à actualiser les informations, les formations qu'ils avaient reçues et qui sont vieilles pour leur permettre aussi de postuler quand le besoin se fera sentir au même titre que les nouveaux formés. En fait, ce n'est pas des personnes qu'il faut écarter totalement parce qu'ils n'ont pas demandé à être formés de cette manière. C'est l'État qui est garant. C'est ce qui est pour les formés. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je vais finir avec ceci. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de la création des lycées, je suis d'accord et j'encourage la réforme. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, le DG en a parlé aussi. Les milliers d'étudiants qui sont en sociologie, qui sont en géographie, qui sont aujourd'hui, ceux qui sont déjà diplômés en philosophie, qui ont le niveau licence ou le niveau peut-être maîtrise, on peut leur permettre cela, par exemple aussi, pour ne pas chômer demain,
de revenir vers les lycées. Une formation parallèle. Voilà, une formation parallèle. Et on leur fait un programme spécial de formation peut-être en 2 ans. Ils acquièrent des compétences pratiques dans les lycées que le gouvernement est en train de vouloir créer. Non, mais je le dis pour que vous ne perdiez pas de vue. Candidat au départ. Non, je ne sais pas. Je vais rester développé. Tout ce qu'il dit n'est pas exclu. C'est ça. Mais il faut d'abord l'écosystème. Absolument. On ne va quand même pas les rappeler aujourd'hui et leur faire de la théorie. Non, mais j'en parle pour que ça ne nous échappe pas. On va laisser le directeur. Ça ne nous échappe pas. On est bien conscient que les technologies sur lesquelles on a formé les enfants, enfin les jeunes, les plus jeunes, n'est plus d'actualité. Et la conscience a été tellement prise que des milliards ont été votés pour régler ça. Ça me réjouit. Et donc, mais c'est vous êtes au courant, vous êtes dans le pays. On veut construire immédiatement 30 lycées immédiatement modernes. On ne veut pas construire. Ça a commencé, vous le savez. Et vous savez aussi que les enseignants qui doivent enseigner, on n'a pas attendu de construire et de dire mais qui va enseigner. On a anticipé en disant ils vont en formation. Parce que la construction va durer quand même 3 ans. Pendant ce temps, eux, ils sont en formation aux technologies qu'on veut. On a identifié des experts pour les... Donc tout se fait, les résultats viendront. Et ce que vous êtes en train de dire, il y aura un couloir qui permet à ceux qui ont fait les anciennes technologies de pouvoir actualiser pour pouvoir être vendables sur le marché de l'emploi. Mais je voudrais revenir sur votre question qui est quelles sont les opportunités aujourd'hui qu'il y a pour les jeunes. Je dis globalement d'abord, il faut considérer que l'emploi est une affaire économique. Ce n'est pas de l'incantation, ce n'est pas des déclarations, je vais créer, non. Ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Et donc l'écosystème que vous créez, économique, si ça avance, si l'économie avance, l'emploi avance. Mais c'est parce que pendant longtemps, les politiques n'ont pas été sincères. Ils ont dit des choses. Ils ont dit des choses, mais ne regardez pas ça. Sachez que, comment on appelle, c'est quand l'économie va, c'est-à-dire que quand les entreprises sont à l'aise, que l'emploi se crée. Et le pouvoir actuel a tellement compris ça qu'ils agissent plutôt sur l'environnement économique. Et aujourd'hui, pour ce qui concerne l'emploi, ce qu'il dit, on le fait déjà. Aujourd'hui, il est parti à un moment où, bon, je ne sais pas, il a gardé en tête que pour avoir de l'emploi, il faut connaître quelqu'un. Aujourd'hui, chez moi, pour avoir de l'emploi, vous vous inscrivez sur une plateforme. Nous de l'agence. Oui, vous vous inscrivez sur une plateforme. L'offre va être publiée sur les plateformes partout. Vous postulez sur la plateforme, c'est avec du matching qu'on vous sélectionne. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un pour ça. Donc, cette évolution, ça vient, c'est en train de... Parce qu'il faut donner les mêmes chances à tout le monde. OK. Je parlais par exemple de l'environnement économique. Mais regardez la GDIZ. Il y a quelques années, elle n'existait pas. Absolument. Mais je peux vous dire que moi, j'ai recruté là-bas plus de 1000 ouvriers qui travaillent là-bas. C'est l'agence nationale qui les a recrutés là-bas. C'est des opportunités qui commencent à s'ouvrir. Et il y a 36 entreprises qui sont déjà installées et nous en espérons des centaines et autres. Là-bas, le potentiel entrepreneurial qu'on est en train de créer là-bas, c'est 300 000 emplois. Alors, mais pour créer 300 000 emplois, on n'est pas allé sur la télé pour dire le gouvernement va créer 300 000 emplois. On est allé créer la GDIZ. On est allé créer l'écosystème économique. On a pris des lois pour favoriser, pour leur donner l'attrait. Oui. On a pris des tests pour pouvoir encadrer ça. Et chaque fois, et vous allez remarquer qu'on remarque qu'il y a un blocage quelque part, on évolue, on a le courage de modifier la loi pour faire en sorte que ce que nous voulons puisse l'atteindre. Mais est-ce que les jeunes saisissent ces opportunités-là? Oui, mais c'est des Béninois qui travaillent là-bas. D'accord. Les milliers qui sont là. Et je vous dis, dans la semaine, ils m'ont encore convoqué. Nous allons prendre la deuxième vague. Okay. À terme, de ceux qui m'ont appelé, par exemple dans le domaine du textile, c'est 15 000 que nous voulons recruter là-bas. Et c'est des Béninois. Donc, en termes... Ils font quoi, précisément? Ils vont fabriquer des vêtements, des t-shirts. Okay. Ils vont fabriquer que nous allons vendre au Bénin, aux États-Unis et partout ailleurs. Le Bénin se positionne comme étant désormais un pays qui veut développer son industrie. Nous avons décidé de ne plus vendre nos matières premières brutes. Parce que vendre la matière première brute, c'est faire abstraction des emplois, des milliers d'emplois qu'il y a par la transformation. Une fois que vous prenez la matière première, que vous la transformez, je vous donne, c'est des emplois que vous créez, c'est des tâches que vous allez avoir, c'est de l'économie que vous allez avoir dans votre pays. Et d'avoir fait cette option, c'est commencer par là où il faut commencer, au lieu de commencer par le politique en disant on va créer 300 000 emplois. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'option de cette affaire, c'est d'en arriver à 300 000 emplois sur 1600 hectares qui ont été pris pour créer cet environnement-là, qui est juridique, qui est économique,
qui est fiscale, qui est entrepreneuriale dans tous les cas, de manière à inciter les gens à se dire la place béninoise est une place économique rentable pour moi, je viens m'installer. Et vous allez là-bas aujourd'hui, vous allez voir des Indiens, des Pakistanais, des Américains, et tout le monde est là-bas. Donc, pour les jeunes aujourd'hui, les offres d'emploi qu'il y a sont en majorité dans le domaine des entreprises techniques, professionnelles. Et c'est cela qui crée le mécontentement, parce que ceux qui ont fait la formation générale classique ne s'y retrouvent pas. Et nous sommes en train de... Et je vous ai dit tout à l'heure que la réforme vise 70%. à ne plus continuer par faire ça, de manière à ce que nous soyons en adéquation avec ce que demande le marché de l'emploi. Parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. L'État aussi va recruter. L'État, pas beaucoup, pour un ordre de grandeur, afin que vous puissiez être informés et que vous puissiez savoir les statistiques. Aujourd'hui, sur 100 personnes qui travaillent au Bénin, seuls 4% sont des fonctionnaires. L'État recruteur que tout le monde pense être le grand recruteur, celui qui va me trouver de l'emploi, n'utilise que 4 personnes des travailleurs au Bénin. 80% des travailleurs sont des auto-entrepreneurs. 80% sont des auto-entrepreneurs. Donc, lorsqu'on est dans un marché dimensionné de cette taille, ce n'est pas vers l'État qu'il faut orienter les gens. C'est vers l'auto-emploi, où le potentiel est aujourd'hui énorme. Et donc, comme tout le monde a eu à le dire, nous devons revoir notre système éducatif. Monsieur Cohn, il y a de belles perspectives. Je finis là. Il faut donner aux jeunes les notions, comme ils sont en train de le dire, nécessaires pour qu'ils puissent savoir là où il faut aller. D'accord. Il y a de belles perspectives qui s'annoncent. Cela peut vous amener à revenir au pays. Oui, rapidement avec lui. Non, mais moi clairement, quand je partais avec l'espoir de pouvoir revenir. D'accord. Mais je ne reviendrai que quand je me sentirai valorisé. Parce que je ne vais pas perdre autant d'argent, aller me former, me mettre aux normes où mon pays a mis du temps à venir et venir me brader. D'accord. Donc, je veux bien revenir parce qu'on n'est jamais assez bien ailleurs. C'est ça. Mais je veux bien revenir, mais dans de bonnes conditions. D'accord. Ouais. Allez, je vous précise que moi aussi je suis parti et que moi je suis revenu. Oui, moi je suis revenu. Et la condition n'était pas meilleure. Non. Je suis revenu il y a 23 ans, s'il vous plaît. Et je n'étais pas nommé à un poste. Les conditions n'étaient pas... Le poste que j'occupe aujourd'hui, je l'occupe depuis 7 ans. Donc, quand je suis revenu, je n'avais aucune offre d'emploi. J'ai décidé de revenir. Je suis parti, je suis revenu il y a 23 ans. Merci pour C'est à cela aussi que l'école doit former. Rapidement. Oui, M. Sani. Je sais que j'ai écouté attentivement, religieusement, sans beaucoup parler, et j'ai beaucoup appris. Mais je sais que monsieur n'est pas au niveau de l'éducation, mais une question qu'on doit se poser, on va inverser la tendance. Mais les 30% là, on va les laisser pour compte. Non, le gouvernement fait beaucoup de choses. Mes questions ici, c'est pour pousser. On me connaît au niveau de l'éducation, je suis impliqué. Je ne critique pas pour critiquer. Comment est-ce qu'on fait pour donner à tous la chance d'égalité? Est-ce que, je le dis à tous ceux qui sont au niveau du service éducatif, qui interviennent pour dire, est-ce qu'il n'est pas temps, et Da vient de l'autre côté, il n'a pas de lycée technique aux États-Unis. Mais comment est-ce qu'on fait pour donner une chance, une capacité d'adaptabilité, de flexibilité et une opportunité? Parce que même les 70% dont nous parlons, certains s'y retrouvent pas parce que, et pas parce qu'ils aiment la technique. Est-ce qu'il n'est pas, je parle ici, est-ce qu'il n'est pas temps de nous asseoir et de dire comment est-ce qu'on fait pour donner une chance égale à tout le monde, pour habiliter tout le monde? On ne veut pas mettre le monde dans les listes techniques. Non. Mais ceux qui ne sont pas allés dans les listes techniques, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient des autodidactes? Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, 4%. Et c'est depuis longtemps. 4% que le gouvernement recrute, c'est même beaucoup. Mais est-ce que la formation qui est donnée, est-ce qu'elle habilite à l'auto-emploi? Moi, je suis à l'auto-emploi. Ce n'est pas vous. La question est posée à tous les Béninois qui nous suivent. Je ne pose pas la question, monsieur. En termes de pousser les réflexions. De pousser les réflexions. Il est temps
de réfléchir autrement. Ce qui est fait actuellement, c'est pour résoudre un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que dans 50 ans, tout change? Qu'est-ce qu'on met en place? Ce sont mes derniers mots. Ceux qui partent, bonne chance. Mais quand vous partez, soyez sages que vous êtes les ambassadeurs du Bénin et capitaliser tout comme l'a dit Da et moi-même, l'ANP, revenir pour développer ce pays dans lequel vous n'avez pas demandé de naître béninois. Le bon Dieu vous a créé et c'est que vous êtes capable de faire quelque chose pour le Bénin. Et lorsque l'on revient aussi, qu'on ne nous voit pas comme des menaces, mais comme pour des opportunités. Merci, M. Sani. Monsieur le directeur, vous avez un mot de fin? Non, je voudrais dire qu'on ne peut pas empêcher les gens de partir s'ils ne sont pas satisfaits dans leur pays. Mais le constat qu'il faut faire, que les gens partent et reviennent. Aujourd'hui, moi, au poste où je me trouve, je reçois tous les jours les gens qui disent « Mais est-ce qu'il paraît que ça marche un peu là? Je suis en France, j'aimerais revenir. Est-ce que vous pouvez me dire les opportunités qu'il y a ?» Donc, il y a une bonne volonté de revenir parce que les gens sentent quand même ou apprennent que les choses ont changé et vont. Et cela est heureux. Et donc, on ne peut pas empêcher les gens de partir. Mais on va travailler à renverser la tendance, à faire en sorte que les gens puissent trouver leur aise dans leur pays. Je le disais tout à l'heure, moi-même, je suis parti. Moi, j'ai étudié à l'Université catholique de Louvain. J'avais toute l'opportunité de rester. Je suis rentré. Donc, il y a aussi le mouvement inverse. Mais comment nous travaillons, ce que je veux dire à ces jeunes qui partent, on ne peut pas les empêcher. Partout où on essaye de les empêcher, ils prennent le bateau. Il faut les laisser. Ils font leur expérience. Ils peuvent encore être des opportunités pour nous, comme dit M. Sani, par ce qu'ils ont appris là-bas et qu'ils vont ramener dans notre pays pour pouvoir aider. Parce que par ailleurs, culturellement, ce que moi j'ai noté est que le Béninois revient toujours. La preuve est qu'il meurt à l'extérieur, mais il dit mon cadavre là, il faut venir enterrer ça chez moi. Je n'ai jamais vu un Béninois qui enterrer moi à l'extérieur. C'est rare. Ça veut dire que le Béninois est attaché à sa terre. Et donc, par rapport à cela, travaillons tous ensemble. Je ne dis pas que tout ce que nous faisons est la meilleure des choses, mais on a pris conscience du réel problème. Vous parlez par exemple des 30%. Les 30%, on ne peut pas éliminer ça parce que l'économie, c'est de ça que l'économie, nous pensons, a besoin. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop nombreux, mais ils doivent trouver leur place. Parce que quand je dis ça, les autres disent tout de suite, ah bon, donc nous on est inutile dans la République. Non, personne n'est inutile. On a besoin de tout le monde, mais dans une certaine proportion. Donc je voudrais dire que l'immigration ou la migration, c'est quelque chose de naturel aux humains. Ça frappe le Bénin, mais fort heureusement, le Bénin n'est pas un grand pays où ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Bénin, c'est de l'immigration, je ne veux pas dire choisi, de talent. Merci beaucoup. Allez, M. Koto, votre mot de fin. Je voudrais reprendre un passage de Bénin investi dans l'avenir, l'ouvrage de monsieur Sani. Je pense que cet ouvrage donne beaucoup de détails par rapport à comment est-ce qu'il faut orienter aujourd'hui l'éducation béninoise, le système éducatif béninois, j'allais dire, pour espérer que les jeunes s'en sortent. Il y a un chapitre, par exemple, qui dit l'école béninoise qui doit être un lieu d'apprentissage, de leadership et de l'éducation à la vie citoyenne. Et puis, en référence à la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant éducation nationale, l'article 4 revient sur cet aspect-là, c'est-à-dire la fibre patriotique à développer chez les enfants béninois. Et si M. Amembedji est revenu il y a 23 ans, c'est que quelque part, quand il était là-bas, il a senti le besoin de revenir développer son pays. Dagoto, je l'espère. Non, mais il envisage. Il allait acquérir les compétences pour revenir. Et pour finir, je pense que nous devons réorienter aussi la formation qui se fait chez nous pour qu'on ne soit pas obligé, quand on veut former de bons médecins, de toujours les envoyer à l'extérieur, mais que le Bénin soit désormais capable de former véritablement les jeunes aptes à développer le pays. Et puis, la réforme du système éducatif, l'adéquation entre la formation et l'emploi, revoir les curricula de formation. Et je voudrais proposer, il faut revoir le temps scolaire. Aujourd'hui, je considère que 7h à 19h, passer dans les écoles du lundi au vendredi, c'est un gaspillage d'énergie, de temps, de ressources pour nos enfants. Merci. On peut revenir à la formule de l'ancien programme, c'est-à-dire la formule de l'école nouvelle, où on maintient les enfants peut-être de 7h ou de 8h à 15h, et de 15h à 17h, ils vont dans les ateliers, ils vont se faire former, ils vont apprendre, et ainsi, l'ANP pourra aussi souffler. Et puis pour finir,
limitation des inscriptions dans les formations classiques. Je pense qu'il n'est plus utile aujourd'hui de permettre à 2000, 4000 jeunes de s'inscrire en sciences juridiques, en sociologie, dans les facultés, alors qu'on sait... voilà, 40 000. Je pense que c'est quand même suicidaire. Il faut limiter ça et ça pose donc le problème de l'orientation scolaire et professionnelle. On vous aura compris. Merci beaucoup. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission. J'étais avec monsieur Urbain Abengbedi, directeur de l'agence pour l'emploi. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau de Canal. C'est bien ça, non? L'agence pour l'emploi. L'agence nationale. L'agence nationale pour l'emploi. Qui reçoit désormais à côté de vous, c'était monsieur Eddy Koto, psychopédagogue. Merci vraiment aussi d'être venu. Monsieur Amos Sani, expert comptable, mais aussi écrivain, auteur des livres tels que Bien investi dans l'avenir et puis construire une autre Afrique pour l'avenir. Et pour finir, monsieur Koun Giro, le mien, qu'on appelle aussi Da Adaboutor. Merci vraiment d'être passé. Je remercie aussi Alban Mévor, journaliste béninois en France, qui nous a aidé à interviewer les étudiants béninois qui sont en France. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.